La puissance. C'est la puissance. Toujours debout à 6h du mat pour enregistrer les épisodes du régime des actifs. Et nous sommes de retour après Pour vous jouer une un longue mauvais tour. absence qui est de mon fait car je suis toujours sous l'eau avec le taf, avec les projets, avec la fatigue. Alors, juste pour la défense de Maurice, qui est bien dur avec lui-même, il est vrai qu'en général, c'est plutôt moi qui ai tendance à pousser pour qu'on fasse des épisodes. Et là, il se trouve que j'aurais pu pousser un peu plus tôt. Et j'étais pas mal sous l'eau moi-même avec le boulot, hein, donc j'ai pas beaucoup insisté. On s'appelle pas le régime des actifs pour rien, hein. Sinon on ferait un épisode par jour du régime des oisifs et on aurait des millions d'abonnés. Mais bon. Oui, clairement. Moi, je pense que entre l'actif et l'oisif, il y a une frontière qui est assez poreuse. Pensez à cette fable de la cigale et de la fourmi. Quand on voit ces pauvres actifs qui triment tout le temps, on est vite tenté de se dire que ce sont des fourmis, mais en vérité, je pense que pour beaucoup, on est juste des cigales réduites en esclavage. Mais peut-être que l'épisode d'aujourd'hui permettra à certains oisifs de rejoindre le doux camp de l'esclavage. Certaines cigales de se faire passer pour des fourmis. La pyramide des KE les attend pour leverager ses KPI. Ah oui, je pense que c'est un épisode qui va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude et qui pourrait être très utile à beaucoup de nos auditeurs. Et cet épisode, je te le donne en mille, c'est un épisode tuto comment trouver du travail. Ouais, pas que, on vous donne le plan pour ceux que ça n'intéresserait pas. Première partie sur la recherche d'emploi et les bonnes techniques à mettre en place. Et la deuxième partie sera une discussion autour des dernières actualités économiques, en particulier les tariffs qui ont ébranlé les marchés des actions et l'économie en général. Les fameux tarifs douaniers de Trump. Donc si vous voulez une discussion un peu plus d'actualité, oui, ça sera en deuxième partie. Très bien, mais commençons, cher ami, par aborder le sujet de la recherche d'emploi, qui est un sujet noble. L'emploi, le travail libérant les gens, apparemment. Arbeitsmarktfrei. Paraît-il que c'est ça. Hein. Le travail rend libre. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas quand t'es un consultant bullshit et encore moins quand t'es un épicier. Mais bon. Ouais, mais c'est pas tant le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Peut-être qu'on la réservera une autre fois sur l'essence du travail, mais là c'est comment trouver un travail, quelles sont les bonnes techniques. Si tu veux, je te laisse la main. Si tu veux commencer. Alors moi je vais donc vous dire, cher actif, vous êtes peut-être aujourd'hui dans un travail qui vous plaît, que vous n'envisagez pas de quitter d'ici peu. Vous cherchez peut-être un emploi. Vous êtes peut-être un étudiant même qui va chercher un emploi d'ici peu de temps. Et dans tous les cas, ce qu'on va dire aujourd'hui doit vous intéresser. Pourquoi ? Parce que vous devez vous préparer à ce moment-là. Et alors, il va y avoir tout un tas d'étapes qu'on va décrire. Mais avant même de commencer à chercher du travail, je pense qu'il y a un bon réflexe qu'on doit avoir tous. C'est d'avoir un CV. Et le CV, le curriculum vitae, qui est ce petit document qui permet de présenter ce qu'on est et ce qu'on a fait, et qui contient en gros notre formation, nos compétences et nos expériences, et qui est un document que l'on se doit de remplir à échéance régulière, même quand on travaille, parce que comme ça c'est fait, parce que c'est un truc qui peut être chiant à faire. Et voilà. Et alors mon cher Maurice, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu mets dans un CV ? Je mets le lien de redirection vers mon OnlyFans
pour que le recruteur puisse se polir le pingouin sur mes belles photos. Mais non, bien sûr, je mets sur mon CV, je mets, on dirait le jeu dans ma valise, dans ma valise, je mets. Dans Thaïs d'Escuffon, je mets. Dans. Ça nous rajeunit pas. J'avais oublié. Dans mon CV, je mets avant tout ma photo, cher ami. Je suis partisan de la photo. Tout simplement parce que je sais que lorsque moi j'ai recruté un stagiaire, la première chose que je regardais, c'était s'il s'agissait d'une jolie gourgandine ou pas. Bon, je ne suis pas une jolie gourgandine, mais je porte avec panache la cravate. Et ensuite, je pense qu'en sommet de mon CV, je mets mon expérience professionnelle. Est-ce qu'à la fin, je mets mon expérience académique? Ouais, bah en fait ça c'est quelque chose qui varie, je pense, en fonction du niveau d'expérience. Je pense quand on a assez peu d'expérience, on met son expérience académique en premier, et quand on en a beaucoup, on met plutôt l'expérience professionnelle en premier. En fait, ça dépend de la richesse, hein, c'est vous qui verrez au feeling, mais disons que ce qui est le plus important, effectivement, c'est l'expérience et la formation. Dans l'expérience, ce qui est important selon moi, c'est de mettre tout un tas de paragraphes, chaque paragraphe correspondant à une expérience, et en gras, on met en gros où et combien de temps, je sais pas, chez la Fnac pendant 2 ans comme rayonniste, ou BNP Paribas consultant bullshit pendant 4 ans. Et ensuite en petit sous ce descriptif en gras qui est la chose qui doit attirer l'œil lorsqu'on lit le CV, plus de détails sur en gros ce en quoi consistait le boulot, les tâches effectuées, et l'environnement dans lequel on a travaillé. Je sais pas, quand on est encore une fois un consultant bullshit, parler des outils qu'on a utilisés, je sais pas, du mode de travail, des langues parlées, des choses comme ça. Et quand c'est informatique, il faut ajouter aussi les technologies. Et alors par contre, si vous trouvez que votre CV est peut-être un peu court au niveau des expériences professionnelles, faut pas hésiter à ajouter derrière les expériences professionnelles des projets personnels. C'est des choses qu'il faut pas hésiter à mettre s'ils peuvent mettre en valeur des compétences particulières que vous avez pu développer. Par exemple, je sais pas, vous avez développé un site vous-même, vous avez je sais pas, un projet artistique quelconque, ou en tout cas quelque chose qui pourrait être pas loin de l'entrepreneuriat, ou qui pourrait devenir de l'entrepreneuriat, faut pas hésiter à le mettre. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets toi, mon cher Maurice? Alors, j'ai pas tant de choses vers lesquelles rediriger. J'ai mentionné lors d'un entretien d'embauche le régime des actifs. Ça, je pense pas que ça m'ait servi à grand chose. Mais non, c'est pas quelque chose que je fais. Ok, bah moi par exemple c'est quelque chose que je fais. Au début je mettais beaucoup les projets académiques. Maintenant j'en mets plus qu'un qui est le plus marquant de ceux que j'ai pu faire. Et sinon j'hésite pas à mettre le projet Aliga 7 sur mon CV. Ouais. Oui, après toi t'es ingénieur, donc dans ton domaine c'est plus courant de faire ce genre de choses. Moi, en tant que juriste, je peux plus difficilement dire waouh, regardez le beau contrat que j'ai rédigé. C'est Telle vrai. date. Bon, après tu pourrais dire, je sais pas, par exemple si supposons que qu'à côté de ton activité de juriste, tu aies des activités qui soient plus artistiques, par exemple, je sais pas, de développement de modèles 3D artistiques qui sont vendus comme NFT. Mhm. Tu peux dire bah oui, bah moi j'ai ce Ah oui, oui. projet machin bidule, où j'utilise Blender pour générer mes modèles. Bah, c'est ce qu'avait fait mon ami Mathéo, tu sais, est youtubeur là. Allez regarder d'ailleurs, ça peut vous intéresser, il s'appelle Matt Resume. Lui,
voilà, il produisait des vidéos et des contenus sur les réseaux. Et quand il s'est fait embaucher en tant que responsable de communication pour une banque, il avait partagé son portefeuille de création. Ah, mais c'est une très très bonne idée. Et ça a eu un bon impact, hein. Oui, il avait été embauché avant d'être viré. Euh, il passait trop de temps à faire ses vidéos. Non, c'était une question de... Enfin, il s'était associé avec des gens dans un projet entrepreneurial. Ça s'était très mal passé, ça avait fini en procès. Et en fait, ces gens connaissaient son employeur et Ah oui, tu m'avais raconté ça. l'ont pourri par la suite. Terrible, terrible, terrible. Alors, donc dans le CV, on a parlé de la photo, on a parlé de la formation et des expériences, complétées éventuellement par les projets perso. Et alors, il y a encore des choses qu'on peut mettre dans le CV. Toi, qu'est-ce que tu mettrais, mon cher Maurice? Alors, j'ai noté plein de choses. Pour le CV, j'ai de vrais bons conseils à vous donner, les amis, pas que des conseils de Google. D'abord, les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire. Ne prenez pas le modèle Canva. Voilà, ça c'est un réflexe qu'il faut tout de suite supprimer. Beaucoup de gens vont sur des sites par paresse en se disant je vais prendre un template, notamment les templates Canva où vous avez des formes géométriques, des couleurs, une photo toute ronde, etc. Ne faites pas ça. Ouais, tout le monde l'a vu ce template. Voilà. C'est avec du bleu, du orange. Ouais. Déjà parce que, comme tu viens de le dire, tout le monde le fait. De deux, parce que en fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup de logiciels. C'est de l'intelligence artificielle, mais c'est pas de l'intelligence artificielle générative, c'est une IA classique telle qu'on la connaissait avant ChatGPT, qui fait de l'analyse de texte. Et parfois, ça peut la faire bugger et votre CV ne sera pas forcément pris en compte. Alors ça, c'est plus vrai dans les pays anglo-saxons où ils sont moins stricts sur les analyses de données, mais en Europe, il y en a aussi certains qui le font. Donc pas de Canva, faites le CV soit sur PowerPoint, soit sur Word. Word, c'est plus compliqué, mais PowerPoint, c'est une bonne option. Alors ça, c'est les choses à ne pas faire. Les choses à faire maintenant, c'est savoir à qui vous adressez votre CV. On ne fera pas un CV de la même façon lorsqu'on l'envoie, par exemple, à une société française ou à une société américaine. Si vous avez la chance de prétendre de vouloir travailler pour une société américaine qui vous rémunérera plus, sachez que les CV chez eux ne sont pas pareils. Par exemple, contrairement à ce que je vous disais au début de l'émission, il ne faut pas mettre la photo. La photo aux États-Unis est proscrite. Il y aura aussi une certaine façon d'agencer l'expérience. Alors, je dois avouer que je me souviens plus, mais renseignez-vous. Il y a une structure particulière. Et ensuite, voilà, il faut que le CV soit très sobre. Pas de fleuriture, pas de couleur, comme on le disait. Faut que ça soit lisible, faut que ça tienne en une page si possible. Après, si vous avez beaucoup d'expérience, ça peut évidemment déborder sur plusieurs pages. Moi, je me souviens que mon père avait changé de travail tard dans sa carrière et il m'avait montré son CV et forcément, il faisait 3 pages, ce qui est normal. Mais je pense que quand on est jeune comme nous, on peut réussir à tout faire tenir en une page. Et il faut mettre en tête qui vous êtes, c'est-à-dire Maurice, juriste, à la recherche d'un poste en tant que X. Voilà, il faut mettre ce que vous recherchez en tête. Alors exactement, donc moi j'allais y venir, je pense qu'il y a encore des choses qui sont ajoutées dans le CV. Alors déjà, on a parlé donc des expériences, des compétences, de sa photo avec son nom, etc., ses coordonnées, mais il faut ajouter encore des choses complémentaires. Moi je pense qu'il faut déjà ajouter les compétences qu'on a, donc que ce soit des compétences qui sont un peu plus techniques ou professionnelles en général. Par exemple, je suis juriste, j'ai une expertise, je sais pas, en droit pénal, en propriété intellectuelle, en logiciel, que sais-je. Je sais utiliser tel et tel outil. Ajouter aussi ses passions.
ne pas trop en ajouter surtout ce dont on est en mesure de parler. Et ensuite, à la fin, ajouter une phrase d'en-tête qui dit grosso modo ce que vous êtes et ce que vous cherchez. Maurice, juriste, cherche une planque dans une grosse institution financière pour sniffer de la coke. Et alors cette phrase, c'est pas une phrase que vous aurez qui sera la même qui sera toujours la même sur votre CV. En fait, votre CV, vous aurez un template qui sera grosso modo le même que vous enverrez à toutes les entreprises, sauf que vous adapterez cette en-tête en fonction de l'entreprise à laquelle vous envoyez le CV pour que cette en-tête corresponde au poste que vous visez. Ouais. Et alors, si on reste sur le sujet des CV, moi j'ai un conseil nuancé à donner qui est celui de mentir avec parcimonie. Mentir, oui, mais avec parcimonie. Parce que, en fait, voilà, il ne faut pas hésiter à grossir le trait quand vous avez peu d'expérience. Donc, imaginons que vous ayez fait un stage dans une entreprise où, bon, c'est le début de votre carrière, vous n'avez pas grand-chose à mettre en avant. Bah, essayez de grossir le trait en rajoutant des missions que vous n'aurez pas forcément fait dans la description. Peut-être en rallongeant un peu la durée du stage, mais pas de manière outrancière. Si vous avez fait 6 mois, mettez pas 3 ans, quoi, mais mettez plutôt 8 mois. Et pourquoi avec parcimonie? Parce que il est possible l'information soit vérifiée. C'est rare, mais ça arrive. Moi, je sais que mon père, quand il recrute des gens, il le fait systématiquement. Il prend son téléphone et il appelle le précédent employeur. Mais il y en a qui ont clairement pas le temps de le faire. Donc, si c'est un petit domaine, un petit secteur dans lequel vous postulez, où il peut y avoir du bouche-oreille, ça peut vous nuire parce que vous pouvez être blacklisté. Ah oui, mais ça c'est un truc qui est assez courant. Nous, on a des candidats qui ont postulé à notre équipe. Ils avaient des CV qui semblaient bien et grâce au bouche à oreille, on sait que un tel s'est fait virer de tel endroit et tel endroit car il a un mauvais caractère. Donc ouais. Voilà, faut faire attention parfois. Mais voilà, si on prend l'exemple de Sasquatch, notre ami, qui se reconnaîtra. Je ne sais pas s'il a été embauché là chez Soprasteria, mais en tout cas, il est arrivé au dernier entretien grâce à un gros mensonge sur son CV. Donc, grand bien lui fasse. Eh ben, on l'embrasse et on lui souhaite de rejoindre la grande famille des esclaves. Alors moi, j'ajouterais plusieurs choses. Déjà, de 1, quand vous avez été stagiaire à un endroit et que vous avez poursuivi l'expérience derrière sans être un stagiaire, je sais pas, en étant consultant, en étant, je sais pas, en CDI, en alternance, ou que sais-je. Transformer le stage en CDI. Ne mettez pas, ne séparez pas cette expérience en 2 expériences distinctes. Vous dites pas, j'ai été stagiaire, je sais pas, à la BNP, puis alternant à la BNP, puis consultant à la BNP. Vous mettez juste, je sais pas quel est votre consultant poste. À la BNP. Même pas consultant à la BNP. Moi, je mettrais directement chef de projet à la BNP, juriste à la BNP, data ingénieur à la BNP. On s'en fout de savoir que vous êtes consultant, on s'en fout de savoir que vous êtes stagiaire. Vous faites le même travail que quelqu'un qui est en interne. Ce qui compte, c'est vraiment votre poste et l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et ensuite, en discutant avec vous, vous leur direz que vous étiez quelqu'un d'externe. Mais ils s'en foutent de savoir que vous étiez pas des gens d'interne. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, la deuxième chose, moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il faille mentir sur son CV. Bon, allez, peut-être qu'en début de carrière ça passe, mais lorsque vous commencez à avoir un peu de bouteille, faut faire plutôt attention à ça. Grossir les traits, faire de l'hyperbole, on est latin, on comprend, c'est naturel. Mentir, faut faire un peu attention. Et alors, donc, on a beaucoup parlé du CV, mais alors le CV,
donc qu'on peut faire sous Word, comme tu disais, qu'on peut faire via un template quelconque, ou même qu'on peut faire pour les gens qui sont un peu plus geeks en LaTeX ou en HTML, ce que moi je fais personnellement parce que je déteste utiliser ces logiciels-là. Ben, il se trouve qu'on peut aussi avoir un équivalent de ce CV qui est public, qui est visible par tous, et qu'on peut trouver sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn. Alors LinkedIn, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu le Facebook normie corpo bullshit, qui est un site sur lequel vous devez vous inscrire dès maintenant, et qui vous permet premièrement de détailler la liste de vos compétences et de vos expériences professionnelles, deuxièmement de vous connecter à des relations, et troisièmement de suivre des entreprises afin d'être au courant de leurs offres d'emploi. Alors, est-ce que tu as un LinkedIn, mon cher Maurice? Hélas, j'ai un LinkedIn. Un LinkedIn que j'ai peaufiné parce que pendant très longtemps il était catastrophique et bon, maintenant il ressemble enfin à quelque chose. Mais il y a moult choses à dire sur LinkedIn, qui est un outil qui peut être redoutable. Et en fait, LinkedIn, c'est un outil. Et un outil, il faut s'en servir. Si je dois clouer un tableau au mur, je vais pas sortir une tronçonneuse, je vais sortir un marteau. LinkedIn, c'est pareil. Et il faut s'en servir, sinon il s'use et il se ramollit. Et une façon de se servir de LinkedIn, c'est de publier régulièrement, chose que je ne fais pas, donc je n'applique pas mon propre conseil. Alors moi non plus, moi j'utilise vraiment juste le côté CV, j'ajoute mes relations professionnelles. Mais en tout cas, ça c'est une très bonne chose si on veut se faire démarcher ou changer de travail, c'est la publication. Après la publication intelligente, hein, pas le truc de boomer avec une image générée par IA et des emojis avec des points d'exclamation comme on voit souvent. Mais par exemple, si vous êtes un spécialiste d'un secteur, essayez de rédiger un petit article donnant un avis d'expert. Je sais pas, par exemple, moi, à mon échelle, je suis juriste, donc imaginons qu'il y ait une nouvelle réglementation. Rédiger un petit article pour faire une synthèse de la nouvelle réglementation, ça vous met en valeur. Ça montre que vous êtes sérieux, que vous connaissez le domaine. Et ça va vous donner de la visibilité parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un réseau social, qu'il y a donc un algorithme qui promeut des publications et ça peut donc apporter votre publication à l'œil attentif d'un recruteur ou d'un patron. Ouais, alors il y a plusieurs choses aussi. Il faut savoir que les recruteurs sur LinkedIn, ils utilisent la version premium, ils ont accès à des outils de recherche pour trouver des candidats, ou en tout cas pour démarcher des gens qui correspondent à certaines offres qu'ils recherchent. Moi, en ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je suis souvent démarché sur LinkedIn, mais c'est parce que je travaille plutôt dans un domaine technique, hein. Il y a un manque d'ingénieurs en France, donc c'est assez fréquent de se faire démarcher. En fait, c'est tout l'inverse de Tinder. Sur LinkedIn, vous avez des jolies nanas qui vous envoient des messages et c'est vous qui avez tendance à les ignorer. Et sur LinkedIn, j'ai envie de vous dire les mêmes conseils que sur le CV. Ajoutez vos expériences. Ne racontez pas de bobards parce que c'est public. Ne dites pas vous avez été stagiaire ou consultant, dites juste l'endroit où vous avez travaillé, en espérant que cet endroit soit plus prestigieux que votre si vous êtes consultant ou que votre boîte de conseil. Ne mettez pas que vous avez été stagiaire, mettez ou alternant, mettez juste l'endroit dans lequel vous avez travaillé. N'hésitez pas à ajouter vos collègues. Les connaissances avec un tel ou un tel, ça peut être une façon de dire ah ben oui, le mec a vraiment travaillé ici. Et alors autre point, suivez les entreprises qui vous intéressent. Même quand vous n'êtes pas forcément à la recherche d'emploi, ou si vous vous posez des questions mais vous n'êtes pas encore sûr de vous lancer, s'il y a des boîtes qui vous plaisent, s'il y a vraiment le job idéal qui vous semble inatteignable, je sais pas, par exemple travailler chez Google ou travailler je sais pas, quelle boîte te ferait plaisir, mon cher Maurice? La Banque de France.
Allez, c'est petit part. Ouais. J'aurais dit l'Élysée. L'Élysée, Pernod Ricard, que sais-je, ces entreprises sont sur LinkedIn. Il faut pas hésiter à mettre des alertes sur les offres d'emploi, qui est une fonctionnalité qui est très pratique. Et comme ça, vous verrez quand il y aura des postes qui seront libres et vous pourrez être parmi les premiers à postuler. Ça marchera pas à tous les coups, mais vous pouvez avoir de la chance. Ouais. Et alors, moi, en ce qui me concerne, le boulot actuel dans lequel je suis, je l'ai trouvé grâce à LinkedIn. C'était ce bon vieux Mathéo, le trader, avec qui j'avais discuté, qui m'avait dit, mais mon cher Robert, qu'est-ce que tu fais être un consultant bullshit? Tu devrais viser un hedge fund. Et il m'avait filé une liste de hedge funds à suivre. Je les avais tous suivis sur LinkedIn. Et il y a l'un d'entre eux un jour qui a posté une offre qui correspondait à mon profil. J'ai postulé. J'ai eu de la chance, j'ai été pris en entretien. Donc voilà, faut vraiment profiter des opportunités. C'est comme quand vous allez parler à des nanas, ça vous coûte rien d'aller les voir et de leur demander quelque chose. Au pire, vous avez rien, et dans le meilleur des cas, vous pouvez obtenir beaucoup. Ouais. Pour rester sur le sujet de l'offre d'emploi sur LinkedIn, il y a une technique qui est pas mal mais qui n'est pas intuitive. C'est en fait souvent on peut être découragé par le nombre de gens qui ont postulé à l'offre. On voit tout de suite voilà, tel poste, soyez parmi les 100 premiers candidats à envoyer votre CV, donc t'as un peu le seum, tu dis je suis le 103e, c'est mort. Donc pour ça en fait il faut filtrer l'offre, enfin filtrer l'emploi que vous cherchez. Imaginons tu cherches voilà, poste d'ingénieur dans tel domaine, tu mets ta barre de recherche et tu peux filtrer par durée, enfin date de publication de l'offre, pardon. Et sauf que LinkedIn par défaut, quand tu mets le critère le plus faible, il va te mettre les offres qui ont été publiées dans la journée. Et dans la journée, c'est pas suffisant parce que les gens sont très actifs. Et en fait, dans ton URL, il faut regarder, en post-prod, je préciserai, mais tu as une partie en fait que tu peux changer et tu peux préciser à la minute près, en fait. Oui, il doit y avoir un argument de timestamp quelconque. Ouais, voilà, il y a un timestamp. Au lieu d'être, par défaut, LinkedIn te bloque à la journée, mais dans l'URL, tu peux changer à la minute. Et là, tu arrives sur une panoplie d'offres où tu es le premier en pole position pour envoyer ton CV. Ça va être pratique. Et alors, aussi un réflexe qu'il faut avoir quand vous voyez des offres sur LinkedIn, dites-vous que les offres que vous voyez sur LinkedIn, c'est pas forcément les seules offres qui sont disponibles. Si vous voyez des offres sur LinkedIn, faut pas hésiter non plus à aller sur le site de l'entreprise qui vous intéresse et à regarder les offres d'emploi. Il arrive que sur les sites, ça soit plus à jour. Parfois, c'est sur LinkedIn, ça dépend. Et parfois, vous trouverez des offres qui seront plus détaillées ou qui correspondront un peu mieux à ce à quoi vous aspirez vous aussi. Donc, postulez à la fois sur LinkedIn et sur le site de l'employeur. Ça vous coûte rien, ça vous prendra 15 minutes de plus, mais c'est pas du tout c'est pas du tout un gros frein. C'est pas un truc qui doit vous effrayer. Moi, encore une fois, pour être encore plus précis sur la façon dont moi j'ai trouvé du boulot, j'ai vu une offre, je suis allé sur le site, alors j'ai postulé sur LinkedIn, mais en allant sur le site de la boîte qui m'intéressait, j'ai trouvé une deuxième offre qui correspondait plus à ce que je voulais. Et en fait, c'est à celle-ci que j'ai été prise. C'est à cette deuxième offre. Pour rester sur la thématique LinkedIn, il y a des techniques un peu plus poussées de commercial pas peu scrupuleux, mais véreux, j'ai envie de dire. En fait, il y a des extensions très pratiques, notamment Casper, K-A-S-P-R, qui est une extension Chrome ou sur votre navigateur, qui en fait vous permet d'obtenir le numéro de téléphone et l'email d'un profil LinkedIn. Donc j'arrive sur le LinkedIn de Robert Le Tigre et hop, j'ai son numéro de mobile et son email professionnel qui apparaît. Alors, ne vous servez pas du numéro de téléphone parce que c'est très agaçant et ça va vous porter préjudice. En revanche, l'email, ça peut être pratique
pour envoyer directement votre CV à un recruteur ou au N+1 et bypasser l'étape filtre LinkedIn. Alors ça marche pas forcément, mais Bon, ça coûte rien de le faire. Ça coûte rien de le faire, et je sais que ça a fonctionné par exemple pour mon ami Mathéo que je citais tout à l'heure et qui m'a appris cette technique. Alors, donc maintenant, supposons vous avez un beau CV, un beau LinkedIn, vous avez trouvé une offre qui vous plaît, vous avez postulé et eh bien on vous recontacte pour des entretiens. Ouais, là il y a des choses à dire. Alors là, bon, ça va être un peu divers parce qu'en fonction du domaine dans lequel vous êtes et en fonction de votre niveau d'expérience, les entretiens vont pas forcément se passer de la même façon. Il y a des choses qui changent. Par exemple, quand on est ingénieur, qu'on est particulièrement dans l'informatique, c'est assez fréquent qu'on ait un entretien technique. Quand on postule pour un cabinet d'avocats, il y a des choses équivalentes où oui, il y a des cas pratiques. On a des cas pratiques. Mais bon, voilà, disons que c'est pas le cas pour tout le monde. Les entretiens techniques ou les cas pratiques, ça, on va pas vous les détailler, mais vous verrez en fonction de votre domaine. Mais après, il y a des choses qui sont toujours un peu les mêmes, et c'est l'entretien général dans lequel, grosso modo, vous présentez à l'entreprise et elle va vous présenter l'offre. Ça se passe toujours un peu de la même façon. Et alors là, mon cher Maurice, je te propose qu'on parle du coup de ce qui est important dans cet entretien et de la façon dont ça se passe. Moi, j'ai noté plusieurs choses. J'ai noté que dans ce genre d'entretien, déjà de votre point de vue, il faut que vous soyez en mesure de dire plusieurs choses. Il faut déjà être en mesure de dire qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis cuistot. Ce que vous faites, voilà, je travaille en tant que réchauffeur de saucisses à la CGT. Et ce que vous cherchez, c'est là où, en étant dans la continuation de votre expérience, vous dites ce que vous aimeriez voir de nouveau, ce que vous aimeriez développer comme nouvelles compétences, l'environnement de travail dans lequel vous aimeriez travailler. Et il faut que ça soit une histoire, il faut que ça semble logique. Et donc pour ça, il faut que ça soit passionnant, il faut que ça soit une expérience de séduction. Et il faut surtout pas être dans un discours négatif qui consiste à dire que votre expérience actuelle ne vous plaît pas, que les gens sont très méchants. Je pense qu'il faut plutôt dire que voilà, vous avez envie de voir des nouvelles choses, vous avez envie d'apprendre, et quelque part c'est logique. Ouais, moi je pense que tu as grillé une étape très importante et que moi je mettrai en pratique à l'avenir. Justement, je m'en suis rendu compte là dernièrement quand je me suis embauché que je n'avais pas forcément appliqué. C'est préparer le terrain. En fait, là, boum, vous avez candidaté, on vous a proposé un entretien. Qu'est-ce que je fais avant l'entretien ? Je pense que c'est une étape très importante. La première chose à faire, c'est de demander avec qui va se dérouler l'entretien. Surtout si vous avez la RH au téléphone qui vous dit on aimerait vous proposer un entretien à telle date. Faut tout de suite dire avec qui, quelle est la personne qui va m'interviewer. Moi, on me l'avait donné. Par exemple, j'avais candidaté chez PVC, chez Price, et on m'avait dit vous aurez un entretien avec la directrice juridique. Et dans ce cas-là, il faut aller voir qui est cette personne, tout connaître sur elle, son parcours, son expérience, ses domaines d'expertise, ses intérêts, et constituer un profil type pour savoir quoi dire. Ensuite, autre chose très importante, si vous connaissez des gens... Sachant qu'ils auront fait la même chose sur ouais. vous. Ils auront regardé votre CV, ils auront scruté votre LinkedIn. Il faut tout connaître sur la boîte dans laquelle vous postulez. Forcément, tous ces domaines d'expertise, tous ces pays d'implémentation, sa stratégie, la direction vers laquelle il se dirige, l'actualité qui l'entoure, ses valeurs aussi, les valeurs très bullshit, mais vous en foutez, vous devez juste les connaître.
Euh, et ne pas hésiter à voir si vous connaissez des gens qui bossent dans la boîte, prendre contact avec eux pour tout connaître. Les points d'attention, ce qui est recherché, les choses à pas dire. Vraiment, il faut que vous arriviez comme si vous étiez un agent secret prêt à infiltrer une organisation. Et ensuite, il faut arriver en sachant ce que vous allez dire et en ayant préparé une liste de questions. Toujours avoir un calepin sur soi lors de l'entretien. Notez tout ce que la personne en face de vous dit pour souligner votre intérêt. Et à la fin de l'entretien, dire bah voilà, moi j'ai des questions pour montrer votre intérêt en disant typiquement une question bateau que vous pouvez poser n'importe quel entretien, c'est quelle est une journée type dans les chaussures de tel poste. C'est une question que je pose tout le temps. Voilà, quelle est la journée type pour le poste, je sais pas, d'ingénieur. C'est une question qu'ils vous poseront à vous et il faut pas hésiter à retourner ce genre de questions. Ouais. Ensuite, voilà, les apparences sont très importantes. J'ai pas envie de dire que la forme prime sur le fond, mais souvent elle est tout aussi importante. Donc, propre sur soi, costume, cravate, ça c'est obligatoire. Moi, j'ai été dans position tant de candidats que de recruteurs. Et je peux vous dire que le pélo qui se pointe avec la cravate en plastique et des baskets, franchement, ça montre un défaut de compétences sociales. Peut-être qu'il est très compétent sur d'autres domaines, mais socialement, il manque des compétences. C'est important. Ensuite, si c'est un homme que vous avez en face de vous, poignée de main solide et longue poignée de main et solide, ça c'est important. Si c'est une femme, c'est pas le cas. Épargnez-vous cette subtilité. Et ensuite, il faut pas oublier que la personne qui vous recrute veut savoir si, au-delà de savoir faire le job, vous serez quelqu'un d'agréable avec qui travailler. Donc, faut pas hésiter à être souriant, rigolard. Faut pas non plus être un beauf, tu vois, mais faut avoir cette finesse d'utiliser l'humour à votre avantage, tout en restant professionnel, hein, c'est-à-dire voilà, vous avez un domaine d'expertise pour lequel on veut vous recruter, mais l'employeur regarde très attentivement si vous êtes quelqu'un d'agréable avec qui au quotidien ça peut bien se passer. Oui, la séduction c'est très important. Nous actuellement dans notre équipe, on est en train de faire passer des entretiens. On cherche quelqu'un sur un poste très pointu et on cherche un peu le mouton à 5 pattes et on est en face de 3 profils différents. Et assez étrangement, le profil qui risque le plus de venir dans notre équipe, c'est pas celui qui est le meilleur techniquement et fonctionnellement, c'est juste celui qui s'est montré le plus sympathique en entretien et qui a l'air le moins d'être un gougnafier. Donc oui, il faut faire très attention à ces détails. Et si vous êtes un peu introverti, faut quand même faire l'effort de sourire, faut quand même faire l'effort de poser des questions. Faut que la personne en face de vous passe un bon moment lors de l'entretien. Mais ce faisant, on a parlé de séduction, on a parlé de la séduction que vous exercez vis-à-vis de la personne qui vous propose un emploi, mais faut pas perdre de tête que la séduction va dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsque vous êtes pris dans un entretien comme ça, c'est aussi que l'entreprise vous recherche. L'entreprise a besoin de vous. Et faut pas forcément être dans une position où vous dites que vous êtes la seule personne qui a des choses à recevoir. Il faut aussi ne pas perdre de vue ce que disait Maurice, c'est-à-dire poser des questions, et pas juste poser des questions pour montrer qu'on est intéressé, mais vraiment pour comprendre ce qui se fait dans une offre d'emploi, parce que l'offre d'emploi, elle est peut-être pas faite pour vous. L'ambiance, elle est peut-être pas comme vous voudriez. Les gens avec qui vous allez travailler, ils sont peut-être pas agréables. Alors gardez ça en tête, vraiment gardez ça en tête, et n'oubliez pas que c'est à eux aussi de vous montrer que le job est sexy. Ouais. Ensuite, un truc qu'on m'avait appris et qui est assez important, c'est à la suite d'un entretien, toujours envoyer un email pour remercier du temps qu'on vous a dédié.
Et ça, vous l'envoyez en mettant tout le monde en copie, c'est-à-dire l'ARH et la personne qui vous a fait passer l'entretien. Parce que ça relève encore l'intérêt que vous portez à l'offre et que justement vous êtes quelqu'un qui peut interagir par exemple dans un secteur où on est amené à avoir des relations avec des clients. Donc, cher monsieur, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et continue de vous réaffirme mon intérêt pour cette œuvre dans l'espoir d'avoir un deuxième entretien bien à vous, etc. Ça, c'est chez McDermott qu'on me l'avait appris. Et alors, oui, toi, tu disais, ça va dans les deux sens, dans le sens où c'est l'intérêt que tu portes à l'offre, mais aussi l'intérêt que l'employeur a de recruter quelqu'un. Et ça peut intervenir à l'étape finale qui est de congratulations, t'es embauché, je négocie mon salaire. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Dans le domaine des entretiens, moi, pour là où je travaille actuellement, j'en avais passé 4 des entretiens. Le premier, c'était un entretien téléphonique avec le RH, où on m'avait posé juste des questions sur mes motivations et on m'avait testé en anglais. Le deuxième, c'était un cas pratique. Ensuite, j'ai eu un entretien avec un manager qui était juste voir si au niveau technique, j'avais un peu de bouteille. Le dernier entretien, c'était avec le partner pour voir en fait s'il n'y avait pas une erreur de casting et sonder juste ma personnalité. Alors, peut-être que c'est une erreur, mais moi, j'avais posé la question dès l'entretien du cas pratique, parce que c'était une consultante qui était en face de moi, qui avait mon âge. Et je lui avais dit, est-ce que toi, tu aimes ton travail, tu vois? Donc, un peu pour voir justement si le poste pouvait me plaire également. Il m'avait dit, est-ce que tu as des questions? Je dis, oui, ma question, c'est est-ce que tu aimes ton travail? Et comme la meuf en face de moi est une aigrie, elle m'a dit, il faut pas poser ce genre de questions, nanana. Et pour lui prouver qu'elle avait tort, à chaque étape ultérieure, j'ai posé la même question. Au manager, je lui ai dit, est-ce que tu aimes ton travail? Il m'a dit, ouais, j'adore, nanana. Et au partenaire, je lui ai dit, est-ce que tu aimes ton travail? Il m'avait dit, ah ouais, très bonne question, ouais, j'adore mon taf. Comme quoi, faut pas forcément écouter les aigris. C'est exactement le genre de questions que j'ai posé dans mes entretiens lorsque j'ai trouvé mon dernier boulot. Alors moi, ça s'est passé d'une façon assez, disons assez proche à la tienne, quoique différente, parce que moi je suis dans un domaine technique, donc il y a eu le premier entretien avec le recruteur, qui est celui dans lequel il essaie de cerner ton profil et de voir si humainement t'es bien ou pas, et si tu corresponds à l'offre. Ensuite, j'ai eu un test technique. Donc le test technique, c'est un truc très cruel. On t'envoie un lien et t'as 1 ou 2 heures pour effectuer tout un tas d'exercices. J'ai eu la sensation de pas l'avoir très bien réussi. Enfin, j'avais une note assez moyenne, mais pourtant j'ai quand même été pris pour la suite. La suite, ça a été un deuxième test technique, mais que j'ai dû faire en entretien, enfin que j'ai dû préparer. Donc là, j'avais plus de temps pour un entretien ensuite avec 2 membres de l'équipe dans laquelle j'allais travailler, et ça a été l'occasion du coup de pouvoir présenter qui j'étais, montrer mes compétences, montrer la façon dont je réfléchissais, demander aux gens ce qu'ils faisaient, ce qui les intéressait, de savoir si dans le domaine dans lequel ils travaillaient les intéressait, ce qui était important pour moi. Je leur ai dit que c'était important pour moi, que je trouvais important de travailler avec des gens passionnés. Et puis ensuite, j'ai eu un entretien final avec avec le chef technique et le chef d'équipe. Et puis j'ai attendu quelques semaines et j'ai été pris. Et j'ai été pris en même temps qu'une autre personne, et c'est assez marrant parce qu'il y a pas longtemps, cette autre personne qui est clairement plus expérimentée que moi et qui est bien meilleure que moi. Là, j'ai pas de souci à le dire, mais elle est bien meilleure que moi. J'ai échangé avec elle sur le test technique, et en fait je me suis rendu compte que j'avais eu une note légèrement meilleure qu'elle. Et voilà, donc si vous avez un test technique et que ça s'est pas bien passé, dites-vous que ça se passera pas forcément bien pour les autres candidats.
Alors, mon cher Maurice, est-ce que on a encore des choses à ajouter sur l'entretien, ou est-ce que on estime que nos chers actifs ont appris tout ce qui était important et sont fin prêts pour se lancer dans la jungle du travail et l'offre et la demande en termes Non, je d'emploi? pense qu'on a fait le tour. On a certainement oublié deux, trois petits détails en cours de route. Par exemple, à l'étape de la recherche, on n'a pas mentionné le fait qu'il ne faut pas se contenter de postuler à une ou deux offres, mais à des centaines et des centaines tous les jours. Euh, on n'a pas parlé du moment de la négociation de salaire, mais ça, j'ai envie de dire, si vous êtes arrivé à cette étape, euh, on a réussi à trouver le job. Après, c'est la question de savoir est-ce que j'ai trouvé un bon job. Donc, je pense que nos amis actifs, amis oisifs plutôt, sont prêts à se jeter dans la jungle de béton. Très bien. Mais alors, on retient bien, on prépare son CV avec un LinkedIn à côté. Si on cherche pas d'emploi, on n'oublie pas de suivre des entreprises dans lesquelles il y a des emplois qui seraient susceptibles de nous plaire. Si on est en recherche active, eh bien, on postule à tout un tas d'offres et on prépare bien ses entretiens. Ouais, et on n'oublie pas de sonder son entourage pour voir si des gens qu'on connaît qui sont déjà implémentés dans la vie active eux-mêmes recrutent ou connaissent des gens qui recrutent ou pourraient tout simplement vous pistonner. Moi, j'ai l'honneur de dire que je n'ai jamais été pistonné, malgré le fait d'avoir déjà eu l'occasion qui s'est présentée. Mais j'ai rien du tout contre les gens qui se font pistonner, bien au contraire, je pense que il faut privilégier, si la vie vous offre cette chance, faut la prendre. Donc n'hésitez pas à le faire. Et après, n'hésitez pas aussi à avoir, je sais pas moi, le côté freelance de la chose. Parfois, le monde du travail, le salariat correspond pas forcément aux gens. Donc, au-delà de chercher un emploi, parfois, vous pouvez créer votre propre emploi. Après, parfois, le freelance, c'est juste du salariat déguisé. Oui, Hein. mais C'est on juste, peut mieux se payer, quoi. vous pouvez mieux vous payer. C'est vous qui négociez, effectivement. Et alors, dernier point sur le pistonnage. La cooptation, c'est un truc qui est très fréquent et les entreprises en sont friandes. On dit que c'est très mal, mais la vérité c'est que sans pistonnage, ce serait encore plus compliqué de recruter. Il y a plein d'industries dans lesquelles on trouve pas de profil et on est content d'avoir des pistonneurs qui nous rapportent des profils qu'on sait être compétents et qui, sans le mécanisme de piston et de prime au piston, qu'on appelle prime de cooptation, n'aurait jamais été amené face à l'entreprise. Moi j'ai beau coopter des amis, ils sont pas pris. Là, j'ai regardé le portail Smart Recruiters. Putain, j'ai pistonné, au total, j'ai coopté 10 personnes, les 10 ont été refusées. C'est un scandale. Alors, mon cher Maurice, on a été très sérieux, on a été terre à terre, on a donné des conseils utiles. Est-ce que ça te chauffe qu'on ouvre plutôt le café du commerce et qu'on rentre dans une discussion sur un sujet qui inquiète tout le monde? Et là, je ne parle pas de la succession du feu pape François, mais je parle des tarifs douaniers de Donald Trump. Oui, les tariffs, l'économie qui se casse la figure, la bourse qui tombe, mais juteux super profits de 2024 qui se sont évaporés d'un coup. Il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, pas de conseils en investissement. Alors déjà peut-être historique de comment ça a commencé. Ça a commencé, j'ai envie de dire, ça a commencé quand Donald Trump a été élu, où une euphorie ambiante a poussé les marchés à leur sommet, une vague d'espoir et d'optimisme face à un candidat ouvertement anti-régulation,
pro-ouverture des marchés, nanana. Et rétrospectivement, il y avait des signes, cher ami. Il y avait des signes de ce coup de poignard dans le dos du libéralisme, qu'est le protectionnisme. Parce que j'ai le souvenir d'avoir écouté Donald Trump lors du podcast de Joe Rogan pendant sa campagne, où il avait explicitement parlé des tarifs. Il avait dit ah ouais, les tarifs. Alors c'est pas un coup de poignard du coup. Oui, du coup c'est pas un coup de poignard. C'est Donald Trump qui a dit je vais mettre des tarifs douaniers. Et tout le monde dit c'est Donald Trump donc il va pas les mettre. Et donc quand début avril, c'est le 6 avril, c'est ça, le Liberation Day, il est venu et il nous a dit je vais mettre des tarifs comme je l'avais dit dans mon programme. C'était pris pour une trahison parce qu'on n'a pas l'habitude que Trump respecte ses promesses. Et alors ces tarifs douaniers, ça a été très marrant. Il nous a montré un petit tableau et il nous a dit tel pays je leur mets tant et tant. Et comment est-ce qu'il a calculé les tarifs douaniers? Il a dit regardons le déficit commercial que les États-Unis ont vis-à-vis de cette zone. Alors là, pas forcément de déficit des paiements, vraiment de déficit commercial sur les biens importés, exportés, etc. Et ils ont dit, je prends ce déficit commercial et voilà, ça va devenir le taux de tarif de tarif douanier que je vais appliquer à telle zone, où c'était peut-être divisé par 2. Et donc comme ça, on s'est retrouvé avec plein de pays, donc l'UE, le Japon, la Chine, et même des pays tout petits qui avaient rien demandé, le Vietnam, Madagascar, que sais-je, qui se sont retrouvés imposer des tarifs douaniers. Et si le tarif douanier ou le déficit était sous les 10%, eh bien on mettait un tarif minimal de 10%. Alors bien sûr, les tarifs douaniers, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour l'économie. Ça peut avoir des effets à la marge qui peuvent être intéressants, comme relocaliser des industries, ce dont on avait parlé dans l'épisode qui a été depuis censuré, si je me trompe pas, éteignons le soleil. Je le réuploaderai. Donc ça peut avoir des intérêts pour, disons, solidifier le tissu économique et pour augmenter l'emploi, mais sinon l'effet principal c'est surtout de l'inflation, des prix qui augmentent, donc des économies qui ralentissent, donc énorme panique sur les marchés, chute du dollar, chute des marchés actions, et puis Trump est venu et a dit finalement les tarifs douaniers je les mets en pause, sauf sur la Chine sur laquelle je vais mettre des gros tarifs. Et donc les gens se sont un peu rassurés, se sont dit finalement Trump c'est un mytho et on préfère que ça soit un mytho. Et là on est tous dans l'attente de voir si les tarifs seront finalement maintenus pour les pays qui ne sont pas la Chine. Et s'ils sont pas maintenus, est-ce qu'il y aura néanmoins des accords qui seront passés qui contraindront des zones économiques comme je sais pas le Japon, la Corée, l'Europe à moins commercer avec la Chine, ce qui serait quand même assez négatif d'un point de vue économique. Alors est-ce que j'ai manqué des points importants, mon cher Maurice? Non, après c'est un sujet qui est complexe et qui peut s'apprécier sous de nombreux angles. Moi j'avais écouté l'analyse historionomique de Fabry, qui était un peu capillotracté quand même sur le fait que c'était normal d'imposer une sorte de tribu aux provinces de l'Empire, tatati tatata. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. Dans les faits, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir m'en sortir économiquement ou pas. Donc oui, tu as bien synthétisé la situation. Maintenant, la question est de dire, toi, Robert, et moi, Maurice, comment est-ce qu'on réagit? Comment on se protège? Comment on anticipe l'avenir? Première chose, déjà, on est dans l'attente, donc compliqué. Il y aura clairement une dichotomie le 4th of July
Euh, entre oui, les tarifs sont maintenus, non, les tarifs ne seront pas maintenus, ou et un peu la zone grise en milieu, si oui, les tarifs sont maintenus, à quel taux. Donc pour l'instant, les actions ont bien baissé, c'est les soldes comme on a dit, mais est-ce que ces soldes ne cacheront-ils pas des soldes encore plus importants? Franchement, pas facile de trancher. Moi, ce que j'ai fait, et je dis pas qu'il faut faut faire pareil, hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Bah, moi, j'ai pris ma stratégie classique et j'ai continué à la suivre, à l'exception faite que juste j'ai un peu cassé la tirelire et j'ai rajouté des thunes. Voilà, j'ai rajouté des thunes dans mon portefeuille. J'ai racheté des actions sur lesquelles j'avais pu investir par le passé. J'ai eu un peu de bol parce que ça a été timé avant les rebonds. Mais voilà, je sais pas si ça continue de baisser, c'est pas très grave parce que de toute façon, je pense qu'à la longue, ça va remonter. Et de toute façon, nous, on n'est pas là pour du court terme, on est là pour du long terme et au long terme, on sera forcément gagnant. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Depuis le début de cette crise, moi j'en ai profité pour. Alors là on parle vraiment spécifiquement d'investissement, parce que l'impact que ça va avoir sur nous cette crise, c'est bon, ça va être d'augmenter le coût de la vie, hein, si jamais il y a des tarifs. S'il y en a pas, ben, business as usual. Mais augmenter le coût de la vie, bon, on peut pas y faire grand chose. Ça aura pas forcément un impact négatif sur des biens européens, mais sur des biens importés de l'étranger, je sais pas, des iPhones, des trucs comme ça, ils seront peut-être plus chers. Donc on n'a pas forcément de prix sur ça. Par contre, sur l'investissement, c'est un domaine dans lequel on est un peu plus libre de là où on met ses sous et de la façon dont on les dépense. Et alors moi, du coup, depuis le début de la baisse, j'ai pas mal investi. J'ai pas investi tout mon budget, tout simplement parce que je me dis que ça peut continuer de baisser. Et si ça baisse, ben, je continuerai d'investir. Et si ça remonte, ben, j'investirai quand même. Ce qui est intéressant avec cette baisse, c'est que depuis le début de la baisse, on a eu un gros dégonflement des multiples sur les entreprises technologiques américaines, et beaucoup d'entreprises que je trouvais très chères sont devenues tout à coup très abordables. On a des Nvidia qui ont un PE maintenant qui est à 24-25, Google qui était pas cher, là encore moins, Amazon est vraiment pas cher, Microsoft est revenu sur des prix abordables. Il y a sans doute plein d'autres entreprises qui peuvent vous intéresser. Et donc moi j'ai des entreprises que je suivais depuis un moment, que j'ai pu renforcer. C'est là aussi que c'est important d'avoir une watchlist, une liste d'entreprises que vous n'avez pas encore aujourd'hui en portefeuille, qui vous intéressent, ou en tout cas qui pourraient vous intéresser si elles étaient moins chères, et de les suivre, de bien les suivre. Comme ça, quand il y a ce genre de moment qui arrive, ben vous manquez pas l'opportunité et vous pouvez rentrer. Un point pour moi qui est important dans cette crise, c'est aussi de garder en tête qu'il y a énormément d'incertitudes. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est pas le moment pour prendre des décisions qui sont brutales et qui sont radicales. C'est pas parce que les médias vous disent que c'est la fin du monde qu'il faut paniquer, qu'il faut sortir de vos positions parce qu'elles ont trop baissé. Si vous sortez d'une position, c'est que cette position elle est devenue nulle. Et pour qu'elle soit devenue nulle, enfin pour être en mesure de dire que cette position est devenue nulle, il faut que ça soit validé par des changements fondamentaux, notamment sur, je sais pas, la dette, le chiffre d'affaires, les marges, etc. Et ça se voit uniquement pendant les périodes de résultats. Donc c'est pas le moment de commencer à faire le travail. Normalement, le travail vous l'avez fait avant. C'est vraiment le pire moment pour vendre. C'est plutôt un moment pour renforcer les dossiers dans lesquels vous avez confiance. Et deuxième chose, faut investir comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer. Faut investir lorsque vous mettez une pièce dans le cochon, lorsque vous mettez une pièce sur une boîte. Il faut aussi que vous puissiez vous construire un scénario dans lequel vous vous dites bon, quoi qu'il se passe, je pense que dans cette boîte que je renforce aujourd'hui, ça devrait aller. Qu'il y ait une guerre commerciale ou qu'il n'y en ait pas,
qu'il y ait une troisième guerre mondiale ou qu'il n'y en ait pas. Et ça, c'est très important. On parle souvent d'investir en fonction de ses convictions, mais moi, je pense que c'est encore plus important d'avoir des positions dans lesquelles investir sans avoir de convictions géopolitiques. Et alors, par contre, si vous avez des convictions géopolitiques qui vous font croire que la Chine c'est bourbier ou que les États-Unis c'est bourbier, bon bah c'est peut-être pas une bonne idée de renforcer en Chine ou aux États-Unis, mais en tout cas pour moi c'est pas l'instant pour vendre. Dans ma watchlist, j'avais le Vatican. Dans ma watchlist, il y a le Vatican et un chapeau melon. Non, je pense que, bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Moi, j'ai pas forcément de choses à ajouter sur le sujet parce que, enfin, personne ne sait en fait, j'ai l'impression. On est tous dans l'attente de ce qui va se passer. Donc oui, il n'y a pas de décision irrationnelle. Moi, je peux vous dire ce que je vais faire, peut-être. Je vais continuer d'investir tous les mois comme je le fais. Je me suis débarrassé de positions pour lesquelles je savais que c'était mort, comme Novo Nordisk. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que ça a plongé encore. Hein. J'étais content d'avoir vendu au sommet Apple avant Oui, avant la Apple, crise. quel dossier de Avant merde. la crise, moi j'avais un peu d'Apple. Ça a fait que monter. Et puis un jour, je me suis dit, bah, je vois pas pourquoi ça continuerait de monter parce que ces gens-là vendent des iPhones et les iPhones, c'est une technologie du passé. Donc j'avais vendu et j'ai bien fait parce que ça s'est cassé la gueule. Et sinon, bah, voilà, on se plaignait il y a quelques épisodes du fait que tout était très haut. On était là en se disant, putain, le TF S&P 500, il est au sommet. Ça me fait mal au cœur d'en racheter. Est-ce que ça va continuer de monter? Bon, bah maintenant, on peut plus se plaindre. Donc, il faut être cohérent et se réjouir un peu des baisses et racheter, tout simplement. Et s'il y a des beaux dossiers, les renforcer. Moi, un peu avant qu'il y ait l'annonce sur les tarifs douaniers, j'avais profité des fortes baisses pour me débarrasser d'une boîte qui avait beaucoup monté, juste parce que j'en avais trouvé une qui était plus intéressante, mais il n'y avait pas vraiment de boîte dans mon portefeuille, donc je me disais il faut absolument que je la vende. Donc c'est vraiment plus que j'avais vu une occasion qui était très intéressante, qui était en l'occurrence Nvidia. Mais ouais, depuis le début de la crise, moi je fais que renforcer, je suis satisfait des positions que j'ai en portefeuille. J'aimerais renforcer plus la technologie. Je suis un peu triste qu'en Europe, les entreprises qui comparativement étaient moins chères l'année dernière semblent un peu chères aujourd'hui. J'ai Euronext qui a vraiment beaucoup monté. Euronext, c'est de la folie. Ah ouais, Enfin, est-ce qu'il faudrait pas être cohérent et de se dire, c'est au sommet, j'ai fait 40% de plus-value, je vends. Non, pour moi, tu vends que si t'as trouvé mieux. Tu vends que si t'as trouvé mieux. Parce que tu vois, moi par exemple, là, dans mon portefeuille, j'ai CrowdStrike, qui est une entreprise qui m'énerve. Ouais. C'est une entreprise qui m'énerve, qui est trop volatile. J'en achète, ça fait plus 30%. Le jour d'après, ça fait moins 20%. Le jour d'après, ça fait plus 8%. Le jour d'après, ça fait moins 10%. Donc là, j'ai pris la résolution que quand je ferai du profit avec cette boîte, je la vendrai. Quand ça frappe du plus 10, elle sortira de mon portefeuille. J'en serai content. J'aurais fait mon petit pécule et puis stop, quoi. Ouais, pour moi, c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Pour moi, c'est vraiment on investit dans des entreprises qui nous semblent bien. Et après, si on trouve des opportunités qui semblent meilleures, tant en termes de qualité que de valorisation, mais là, ça justifie de se débarrasser des boîtes qu'on trouve trop chères. Mais la volatilité, bon, pour moi, c'est pas un truc dont on doit avoir forcément très peur. Donc
c'est pour ça que moi je me suis débarrassé de Visa, c'est parce que alors Visa entreprise de très forte qualité, mais que je trouvais un peu cher. Et à côté, j'ai vu Nvidia qui me semblait, compte tenu de la croissance, beaucoup moins cher et qui m'attirait plus comme dossier. Donc voilà, je suis rentré dedans. Mais pour moi, c'est comme ça que je fais l'arbitrage. C'est pas me dire tiens, est-ce que j'ai envie de prendre ma plus-value. Et on restera à l'affût de l'actualité brûlante autour de Google. Bon, je m'inquiète pas trop pour eux, mais il y a quand même le 1% de chance qu'on se fasse baiser sévèrement, et ça m'énerve, mais je sais que par le passé, quand les boîtes se prennent des amendes, souvent le cours de l'action monte le jour de l'amende, parce que les amendes sont souvent en dessous de ce que le marché avait prévu. Ouais, bon, le pire truc qui pourrait arriver à Google dans ces histoires de procès, c'est effectivement que l'entreprise soit cassée en plusieurs entités, où on sépare Chrome de Google Search. Et alors, même, il y a certains qui parlaient il y a 6 mois du fait de séparer Search, YouTube, Google Cloud Platform et d'autres en différentes entreprises. Et là, on se retrouverait du coup avec un split d'une action en plusieurs boîtes différentes au sein de notre portefeuille, ce qui pourrait faire augmenter la valorisation. Donc je sais pas à quoi s'attendre. En tout cas, moi je trouve qu'aujourd'hui le ratio rendement-risque est très très intéressant pour une boîte qui a ce niveau de croissance et qui a un PE en forward qui est de 15 ou 16. Franchement, les difficultés juridiques qu'ils ont valent quand même le coup. C'est pour ça que moi je continue de renforcer cette boîte. Très bien, cher ami, je te propose que nous concluons ici. Et Très bien, donc pour conclure les points importants, c'est pas le moment de paniquer. Faut garder la tête froide, accepter qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et investir en étant agnostique. ouais, investir sur soi-même en temps de crise. Investir sur soi-même en tant que Voilà, trade. donc Exactement. effectivement, voilà, si le passé 2024 était bien avec d'excellentes croissances, je peux vous garantir que l'avenir sera mieux. Et il sera d'autant mieux que même si on a un peu de pluie en ce moment, depuis le début de l'année, on a surtout eu du soleil, donc 2025 s'annonce pour l'instant quand même beaucoup mieux que 2024. Voilà, sur ce, gros bisous, abonnez-vous, partagez, rejoignez le canal Telegram et envoyez-nous un chèque. Allez, ciao. El paso del gigante.